Bonjour à tous. Donc, le pays de Pouzauges, une petite présentation. Donc, oui, Dominique Blanchard, c'est marqué, vice-président chargé de transition. On est les derniers à passer, je ne sais pas si c'est un avantage ou pas. S'il vous reste un petit peu d'attention, il n'y aura plus personne derrière. Alors, le pays de Pouzauges est donc dans l'est de la Vendée, pas loin de l'océan Atlantique. Ça fait une petite France, un peu abîmée sur le bas. 23 000 habitants, l'économie, donc en gros 10 000 actifs sur 2 000 entreprises. On a des grosses entreprises comme Fleury-Michon, Gauthier, et beaucoup d'entreprises moyennes de 5 à 15 salariés. Les services, un peu comme tous les territoires. Et au niveau environnement, 30 000 hectares, dont 25 000 hectares de terres agricoles, on y reviendra parce que c'est vraiment la spécificité. 1 000 hectares de boisement plus que de forêt. On a une forêt de 200 hectares, sinon c'est des boisements de châtaigniers. Et 250 exploitations à dominante polyculture élevage. C'est vraiment le cœur du travail qu'on fait depuis 20 ans. Voilà un peu ce que donne le pays de Pouzauges. On ne l'a pas pris n'importe où, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus vilain. Un paysage vallonné composé de haies et de bosquets avec un habitat dispersé. On a en gros 600 lieux-dits sur le territoire. C'est-à-dire, historiquement, c'est une terre d'élevage avec des petites exploitations. Il fallait que les prairies soient pas loin de l'étable, donc très parsemées de petits villages. Et avec ces fameux taillis de châtaigniers, vous en avez un là, les plus grands font 3 ou 4 hectares, beaucoup de taillis de châtaigniers d'un demi-hectare. Donc des taillis traditionnellement exploités en coupe rase et un désintérêt progressif. Ces taillis, historiquement, servaient à tout pour l'agriculture, en bois d'œuvre, en bois de chauffage, en bois pour faire les crèches, donner à manger aux animaux, etc., parfois pour les nourrir. Et effectivement, ces bois sont mal exploités aujourd'hui, voire pas exploités du tout. Et une mécanisation mal utilisée pour la gestion de la haie, avec l'érosion progressive du bocage et de ses fonctionnalités. Là, l'explication, elle est dans le fait qu'il y a une déprise, un peu comme partout, d'agriculteurs. La moitié de nos agriculteurs ont plus de 50 ans. Et il y a environ une installation pour 3 départs, voire 3,5. Donc des agrandissements d'exploitation. Et la disparition de l'élevage, qui est liée aussi d'abord à la difficulté d'être éleveur pour les conditions de travail, et puis à une pression un peu quand même, il faut le dire, de la société, parce que les éleveurs, entre le mal-être animal ou le bien-être qu'on ne respecte pas, et les vaches qui pètent et qui produisent du méthane, il faut donc diminuer la production de viande. Bon, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et à côté de ça, quand même des choses positives, avec des arbres têtards exploités pour le bois de chauffage devenus des véritables, ou qui sont restés des réservoirs de biodiversité. Là, vous avez donc, c'est typique de notre territoire. Et donc, il y a une vingtaine d'années environ, on a commencé à travailler avec, donc je n'ai pas présenté François Papin, qui est technicien forestier, enfin technicien environnement sur le territoire depuis une vingtaine d'années. Il y a longtemps qu'on travaille donc sur ce paysage, sur ce bocage, sur les haies. Et on est rentré par la filière bois, c'est-à-dire aller dire à des agriculteurs qu'il faut garder des haies pour la biodiversité. Ce n'est pas forcément le premier message qui est entendu. Donc on est rentré par l'économie en disant on a fait des chaudières collectives, chauffées uniquement avec du bois local, des haies et des boisements de châtaigniers. Donc ça, au début des années 2000. On a très vite, les premiers broyages qu'on a fait, c'était à la main. Il y avait quand même des tronçonneuses, c'était pas à la hache, mais pas loin. Et alimenter des chaudières à la main, c'était pas possible. Donc très vite, il y a eu de la mécanisation qui s'est faite au niveau départemental avec des CUMA, ce qui permettait d'avoir, enfin vous voyez la photo en haut à gauche, donc d'un chantier de déchiquetage de bois. Et très vite, on s'est posé la question. D'abord, on a fait le choix avec nos chaudières. On a 5 chaudières aujourd'hui sur le territoire. Il nous faut environ 1000 tonnes de bois sec, déchiqueté. Et très vite, on a porté une attention à la gestion de la ressource.
C'est-à-dire que si on veut que le bois soit une gestion durable, il faut, ça a été dit plusieurs fois depuis tantôt, ce midi, d'avoir une gestion durable. On ne coupe que la pousse du bois, on garde le capital, voire on le renforce. Et on a donc, depuis une vingtaine d'années, entre 15 et 20 ans, oui, qu'on a commencé, on a en gros planté une centaine de kilomètres de haies sur le territoire. Mais les plans de gestion de haies, c'est surtout l'entretien de la haie qui doit être fait, alors d'abord pour s'assurer d'une production de bois tous les 15 ou 20 ans, mais aussi pour que la haie remplisse l'ensemble de ses fonctions environnementales. Et c'était loin d'être le cas. On a en gros 2500 km de haies sur le territoire qui appartiennent à 98% aux agriculteurs. Et on a au moins 1500 km, j'ai dit hectares tout à l'heure, non, 2500 km de haies, et au moins 1500 km qui ne sont pas des haies qui remplissent leurs fonctions, soit c'est des haies au carré qu'on taille à 1 mètre de haut et à 50 cm de largeur, soit il reste quelques arbres, mais c'est nu entre les deux, elles ont besoin d'être regarnies. Il y a un gros travail à faire sur l'entretien, et les plans de gestion de haies sont faits pour, petit à petit, récupérer ce potentiel de haies efficace, disons. Et pour ça, donc, alors la très grosse partie de notre travail, enfin quand je dis de notre travail, François bien sûr, mais des élus, c'est de la sensibilisation, de la concertation auprès des propriétaires et exploitants, en collaboration avec les partenaires techniques. On avait donc commencé un travail qui ressemblait à une charte dans les années 2005, et on a finalisé une vraie charte forestière, qui chez nous s'appelle plus une charte bocagère, en 2017, avec des partenaires historiques, bien sûr la Chambre d'agriculture. On a un CPIE sur le territoire avec un technicien forestier qui nous accompagne depuis 15 ans, l'Agence de l'eau, les syndicats de bassin qui plantent eux aussi, qui sont très présents par rapport à la ressource en eau et à la qualité de l'eau. Et on sait que la haie est aussi très importante sur ces sujets-là. Les chasseurs nous accompagnent parfois aussi pour des plantations, en y mettant des moyens. Et donc cette partie sensibilisation et travail de pédagogie auprès des propriétaires et du monde agricole globalement occupe 90% de notre temps et de nos actions. Adeline, je te laisse... Oh, tu pouvais me la laisser, mais c'est pas grave. Je vais faire autrement. Voilà. Là, simplement pour montrer aussi qu'on a une démarche vraiment multi-acteurs. Je vais vous parler juste après du dispositif Territoire engagé pour la nature, dans lequel on s'est engagé en 2019. Si je ne dis pas de bêtises. Moi, je n'ai pas l'histoire. C'est Dominique qui a l'histoire. Moi, je suis arrivée en 2020. Donc, avec tout un travail d'éducation à l'environnement qui a été développé de très longue date, mais qu'on a pu renforcer avec ce programme. Et aujourd'hui, on a à peu près 300 élèves de la primaire jusqu'au lycée qui rentrent dans des parcours de formation et formation-action, comme on le voit là parfois, autour de la partie biodiversité, entre autres. Le territoire engagé pour la nature nous a permis vraiment de déployer des actions multi-acteurs. Là, on a travaillé initialement beaucoup sur la charte forestière. On a développé des synergies donc, avec les syndicats de bassin, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on a été chercher le monde des entreprises, qui a développé un certain nombre d'actions aussi sur la partie plantation. Les communes, où on a travaillé de façon très active avec elles sur ces 3-4 dernières années. Le monde agricole, forcément, on l'a vu tout à l'heure, et puis les propriétaires de boisements avec lesquels on a fait un certain nombre d'actions, soit d'inventaire, soit d'éclaircies. Donc là, en l'occurrence, ce sont des éclaircies dans les boisements qui ont été faites sous un format toujours de construction avec des acteurs locaux, puisque c'est une entreprise d'insertion qui a développé, entre guillemets, une nouvelle activité d'éclaircies dans les boisements, et on arrive à faire comme ça de l'économie sociale et solidaire. Après, une fois qu'on a parlé du bois déchiqueté de nos chaufferies, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille un petit peu plus loin. On s'est rendu compte aussi qu'on mettait souvent dans la déchiqueteuse du bois qui pouvait être valorisé autrement, en l'occurrence en bois d'œuvre. Et en 2019, d'ailleurs, je pense que quand on a lancé le TEN, on a mis autour de la table l'ensemble des acteurs du territoire qui pouvaient traiter de la question du bois.
soit parce qu'ils étaient propriétaires forestiers, soit parce qu'ils transformaient le bois sur des formats très différents. Et progressivement, ce collectif a créé un tiers-lieu, en tout cas là, qui est en train de se constituer et qui a pris la structure juridique d'une SIC, qui s'appelle l'essence du bois, et qui permet de valoriser le bois du territoire en bois d'œuvre, qui permet aussi de développer l'emploi et la réutilisation du bois localement. Et puis, ce tiers-lieu a vocation à développer la formation. On a perdu la capacité de traiter le bois aujourd'hui. Nos menuisiers savent plus, enfin très très peu sur le territoire, savent encore travailler avec du bois. Donc, il y a la partie formation des professionnels, des ateliers partagés, puisque l'ensemble du matériel qui a été acheté est mis à disposition de porteurs de projets sur le territoire. Et puis de la sensibilisation auprès du grand public. Donc c'est les grandes missions que s'est fixé ce tiers-lieu. Je ne sais pas si c'est à toi. Ah oui, si, j'en ai quelques petites photos pour vous montrer là ce qu'on peut être amené à faire ensemble. En tout cas, la culture du faire ensemble, elle est vraiment historique sur le territoire. Et on voit bien que toutes les solutions qui se mettent en place, elles se font de façon collaborative. Et tous les acteurs du territoire sont mobilisés sur ces sujets ou ces thématiques. Voilà, c'est juste pour vous emmener un peu chez nous. Et donc, en guise de conclusion, le faire ensemble, ça a été dit. Tout le monde est un peu imprégné de ce bocage qui est un patrimoine pour nous tous. Et il y a un souci dans la mise en place parce que ces 2500 hectares de haies qui répondent complètement aux enjeux environnementaux aujourd'hui, ils sont à la charge des agriculteurs et c'est souvent vu comme une charge et une contrainte. Et il y a moins d'arrachage parce que c'est interdit, mais il y a beaucoup d'entretien à minima. Et on a des entreprises sur le territoire qui, depuis 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans, sont sensibles, elles sont bien implantées. Le bocage, c'est leur patrimoine aussi. Et ils nous ont dit, nous on comprend bien que pour les agriculteurs c'est une gêne, pourquoi ne pas... On est prêt à donner un coup de main financier pour l'entretien des haies. Donc on a créé une association, je fais très court, reconnue d'intérêt général, dont le but, alors dans lequel il y a les entreprises, les collectivités, des agriculteurs, des associations, des professionnels du bois et des particuliers, ouais, des citoyens. Et l'objectif de l'association, c'est de collecter de l'argent privé et par forfait, d'accompagner le coût d'entretien de la haie pour des agriculteurs qui s'engagent avec un plan de gestion de haies et qui s'engagent à entretenir les haies avec l'ourlet en bas, avec des haies multistrates, etc. Donc ça commence juste, c'est la première année. On trouve que c'est quelque chose de très pédagogique là aussi. Le bocage la haie et l'arbre répondent aux enjeux environnementaux. Comme c'est d'intérêt général, tout le monde participe à l'entretien. C'est du moins le sens de l'association. Et puis je voudrais finir sur une petite chose. Ça fait 34 ans que je suis élu et en tant qu'élu, je me dis, on a quand même fait du chemin. La sensibilisation, ça avance pas vite, mais ça avance. Il y a des belles choses devant nous parce que Bocage d'Avenir, il y a 18 exploitants agricoles qui se sont engagés, 18 exploitations, 30 agriculteurs, il y a des GAEC bien sûr. Et puis en même temps, j'ai été 35 ans paysan. C'est mon fils qui a repris l'exploitation. C'est pas pour personnaliser du tout la chose, mais je pense que c'est symbolique de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'avais pas eu le courage de passer bio, on en était très proches, donc mon fils, avec 2 autres associés qui sont venus, sont passés en bio. Ils ont un peu diversifié. Il y a 3 hectares de culture légumière de plein champ, en bio bien sûr, avec un petit étang pour arroser 3 hectares. Ce n'est pas une méga bassine. Ils travaillent avec du foin séché en grange, donc 80-85% de prairies, exactement ce qui répond. Ils ont planté beaucoup de haies, ils font même de l'intraparcellaire, ils plantent des haies dans les champs, ce qui fait bien rigoler les voisins. Et aujourd'hui, leur production de lait, elle est payée depuis 1 an et demi le même prix que le conventionnel. Et pour la première fois, je pense, en 2023 ou 2024, on va avoir une diminution du nombre de fermes en bio. Il y a un certain nombre de gens qui arrêtent, qui retournent au conventionnel parce que les coûts sont supérieurs. Et là, je pose la question, parce que vous aurez peut-être une réponse. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'alimentation
et l'environnement, ça va ensemble. On a un PAT sur le territoire, ça n'a pas été dit, mais alors on voit bien vers quoi il faut aller. Mais dès qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, mais ce n'est pas forcément que ça, l'alimentation, on ne peut pas mettre plus. Il y a des priorités ailleurs. Et là, ça fait peur de voir que ces solutions qu'on a sous les yeux, 2500 km de haies, par rapport à tous les témoignages, zéro. Ah, c'est juste arrivé. Donc, par rapport à tous les témoignages, c'est vrai que quand on a aussi travaillé, nous, sur les espaces verts des communes, ça nous appartient. Quand il faut choisir sur une route qui n'est pas large, les pistes cyclables, c'est à nous. Là, les 2500 km, il n'y a pas un arbre qui est à nous, pratiquement. 2500 km, c'est 2,5 millions de plants, pas que d'arbres, mais de plants. Il y en a un tous les mètres, en gros. Là, on a un potentiel énorme. Et comment on va faire pour le mettre en marche? Parce qu'on ne peut pas demander, tout à l'heure, ça a été dit plusieurs fois, les collectivités, c'est l'habituel. On fait des choix qui ne sont pas rentables, mais on a des impôts, puis on est fait pour ça. Tout ce qui est rentable, on le laisse au privé. Là, c'est dans les mains de gens, on ne peut pas leur demander de faire du bénévolat. Ceux qui font ça depuis 20 à 25 ans, on en a, il y a un retour financier. La production de bois, les bienfaits pour l'agriculture, surtout dans une forme d'agriculture agroécologique ou bio, il y a un retour financier. Mais les agriculteurs qui viennent de s'engager dans Bocage d'Avenir, il y en a pour 15 ans avant d'avoir un retour. Imaginez-vous, vous allez vous mettre à travailler, puis vous serez bien payé, mais dans 15 ans. Donc, et puis derrière, il y a une société, globalement, on n'est pas prêt à mettre ce qu'il faut dans des choses qui nous semblent fondamentales. Voilà, c'était le mot positif de la fin. Merci beaucoup.